Il est considéré comme le parrain de l'intelligence artificielle. Après 10 ans chez Google, Geoffrey Hinton alerte aujourd'hui le monde entier. L'IA pourrait un jour ne plus avoir besoin de nous. Fini de papoter, je vous souhaite un bon visionnage. Geoffrey Hinton. On vous appelle le parrain de l'intelligence artificielle. Oui, c'est vrai. Pourquoi vous appelle-t-on ainsi? Il n'y avait pas beaucoup de gens à l'époque qui croyaient qu'on pouvait faire fonctionner les réseaux de neurones artificiels. Pendant longtemps, depuis les années 1950, il y avait en gros deux grandes visions de l'intelligence artificielle. La première, c'était que le cœur de l'intelligence humaine, c'est le raisonnement. Et pour raisonner, il faut utiliser une forme de logique. Donc l'IA devait forcément être construite autour de la logique. Dans votre tête, il devait y avoir des symboles, des expressions symboliques que vous manipuliez selon des règles logiques. C'est comme ça qu'on pensait que l'intelligence fonctionnait. Et tout ce qui était apprentissage, analogie ou intuition, ça viendrait plus tard une fois qu'on aurait compris le raisonnement de base. L'autre approche, c'était de dire « et si on modélisait l'intelligence artificielle sur le cerveau humain ?» Puisque, évidemment, c'est bien le cerveau qui nous rend intelligents. Donc on a essayé de simuler un réseau de neurones biologiques sur un ordinateur et de comprendre comment on pourrait ajuster les connexions entre les neurones artificiels pour que le système apprenne à faire des choses complexes, comme reconnaître des objets, comprendre des images, ou même reconnaître la parole, voire raisonner. Moi, j'ai soutenu cette approche pendant presque 50 ans, parce que très peu de gens y croyaient. Il y avait peu d'universités réputées, avec des équipes qui travaillaient dans ce sens-là. Mais ça avait un avantage. Tous les jeunes étudiants brillants qui y croyaient venaient travailler avec moi. J'ai donc eu la chance d'être entouré de nombreux étudiants vraiment exceptionnels. Certains ont ensuite joué un rôle clé dans la création de plateformes comme OpenAI. Par exemple, Elias Suzuki en est un bon exemple, et il y en a eu beaucoup d'autres. Pourquoi pensiez-vous que modéliser IA sur le fonctionnement du cerveau était une approche plus efficace? Je n'étais pas le seul à y croire dès le début. Von Neumann y croyait, et Turing aussi. Et si l'un d'eux avait vécu plus longtemps, je pense que l'histoire de l'intelligence artificielle aurait été très différente. Mais ils sont tous les deux morts jeunes. Vous pensez que l'IA serait arrivée plus tôt? Je pense que l'approche par réseau de neurones aurait été acceptée bien plus tôt si l'un d'eux avait survécu. À ce stade de votre vie, quelle est la mission que vous vous êtes donnée? Ma mission principale aujourd'hui, c'est d'alerter les gens sur les dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Le saviez-vous déjà lorsque vous êtes devenu le parrain de l'intelligence artificielle? Non, pas vraiment. J'ai mis du temps à comprendre certains des risques. Certains étaient pourtant évidents depuis le début, comme le fait que des gens utiliseraient l'IA pour créer des armes autonomes létales, des machines capables de décider elles-mêmes qui tuer. D'autres risques, comme l'idée qu'un jour, ces systèmes deviennent plus intelligents que nous et que nous devenions peut-être inutiles, j'ai mis du temps à les voir venir. D'autres personnes en parlaient déjà il y a 20 ans, moi je ne l'ai compris que récemment et j'ai réalisé que ce risque était réel et qu'il pourrait arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Comment avez-vous pu ne pas prévoir cela alors que vous avez percé le secret de l'apprentissage des machines, un apprentissage similaire à celui des humains, et que vous savez qu'il suffit d'introduire un simple rythme d'amélioration pour que tout s'accélère? C'est une très bonne question. Comment ai-je pu ne pas le voir venir? Mais il faut se souvenir qu'il y a 20 ou 30 ans, les réseaux de neurones étaient encore très primitifs dans ce qu'ils pouvaient faire. Ils étaient loin d'égaler les humains, en vision, en langage ou en reconnaissance vocale. À l'époque, l'idée de s'inquiéter d'une IA qui deviendrait plus intelligente que les humains semblait tout simplement absurde. À quel moment cela a-t-il changé? Ça a changé pour le grand public avec l'arrivée de ChatGPT. Mais pour moi, ça a changé quand j'ai réalisé que les intelligences numériques qu'on est en train de créer ont quelque chose qui les rend nettement supérieurs à notre intelligence biologique. Si je veux partager une information avec vous, je vais apprendre quelque chose et je vais essayer de vous le transmettre en produisant des phrases. C'est une vision un peu simplifiée, mais globalement correcte. Votre cerveau va tenter de modifier la force des connexions entre vos neurones pour comprendre pourquoi j'ai choisi tel mot après tel autre. Vous allez apprendre beaucoup quand un mot est inattendu et très peu quand le mot est évident. Par exemple, si je dis fish and chips, vous n'apprenez presque rien quand j'ajoute chips. Mais si je dis fish and cucumber, vous allez apprendre beaucoup plus parce que vous vous demandez pourquoi a-t-il dit cucumber? C'est à peu près ce qui se passe dans votre cerveau. Je suis en train de prédire ce qui va venir ensuite. C'est comme ça qu'on pense que ça fonctionne. Mais en réalité, personne ne sait vraiment comment fonctionne le cerveau. Et personne ne sait comment il obtient l'information pour savoir s'il faut renforcer ou affaiblir une connexion entre neurones. Et ça, c'est le point crucial. Ce qu'on sait aujourd'hui grâce à l'IA, c'est que si on peut obtenir cette information, celle qui nous dit s'il faut renforcer ou diminuer une connexion pour améliorer la performance dans une tâche donnée, alors on peut apprendre des choses incroyables. C'est exactement ce qu'on fait avec les neurones artificiels. Mais pour le cerveau réel, on ne sait toujours pas comment il reçoit ce signal qui lui dit « renforce cette connexion » ou « réduis celle-là ». Aujourd'hui, quelles sont vos plus grandes inquiétudes concernant la sécurité de l'IA? Si vous deviez citer les plus urgentes, celles qu'on devrait vraiment prendre au sérieux, lesquelles seraient-elles? Est-ce que j'ai le droit d'en citer plus que deux?
Allez-y, je vais toutes les noter et on les passera en revue une par une. D'accord. Tout d'abord, je veux faire une distinction entre deux types de risques totalement différents. Il y a les risques liés à la mauvaise utilisation de l'IA par les humains, et ça représente la majorité des risques, ainsi que tous les risques à court terme. Et puis, il y a les risques liés au fait que l'IA devienne extrêmement intelligente et qu'elle décide qu'elle n'a plus besoin de nous. Est-ce que c'est un risque réel? Et je parle surtout de ce deuxième risque, parce que beaucoup de gens demandent, est-ce que c'est vraiment un risque réel? Et la réponse est, oui, c'en est un. Maintenant, on ne sait pas à quel point c'est un risque. On n'a jamais été confronté à une telle situation auparavant, on n'a jamais eu affaire à quelque chose de plus intelligent que nous. Donc, ce qui rend cette menace existentielle si particulière, c'est qu'on n'a aucune idée de comment y faire face. On ne sait pas du tout à quoi ça ressemblera, ni comment ça pourrait évoluer. Et toute personne qui vous dit qu'elle sait exactement ce qui va se passer et comment y répondre, dit n'importe quoi. On ne sait même pas comment estimer les probabilités que ces systèmes finissent par nous remplacer. Certains disent que le risque est inférieur à 1%. Mon ami Yann LeCun, qui a fait un postdoc avec moi, pense « Non, 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 ce sont nous qui les construisons. On gardera toujours le contrôle. On les rendra obéissants. » Et d'autres, comme Yudkowsky, disent au contraire « Non, non, ces systèmes vont tous nous anéantir. Si quelqu'un les construit, c'est fini, c'est certain. » Personnellement, je pense que ces deux positions sont extrêmes. C'est très difficile d'estimer la probabilité qu'un scénario se situe entre ces deux extrêmes. Si vous deviez parier sur lequel de vos deux amis a raison, lequel choisiriez-vous? Je n'en sais rien, honnêtement. Mais si je devais parier, je dirais que le problème se situe entre les deux. Et je ne saurais même pas où placer cette estimation entre les deux extrêmes. Je dis souvent qu'il y a 10 à 20% de chances que ça nous anéantisse, mais c'est juste une intuition basée sur le fait qu'on continue à les développer et qu'on est tout de même assez ingénieux. Et l'espoir, c'est que si assez de gens intelligents font suffisamment de recherches, avec les bons moyens, on finira par trouver un moyen de les construire de sorte qu'ils n'aient jamais envie de nous faire du mal. Parfois, quand on parle de ce deuxième scénario, je pense à l'arme nucléaire, à l'invention de la bombe atomique, et je me demande comment ça se compare. En quoi est-ce différent? Parce que la bombe atomique est arrivée, et j'imagine qu'à l'époque, beaucoup de gens ont dû se dire « nos jours sont comptés ». Oui, j'étais là à ce moment-là. Effectivement, c'est ce qu'on s'est dit. Mais, pourtant, on est toujours là. Oui, on est toujours là. Mais la bombe atomique, au fond, ne servait qu'à une seule chose, et c'était très clair comment elle fonctionnait. Même sans les images d'Hiroshima et de Nagasaki, on comprenait que c'était une énorme bombe, extrêmement dangereuse. L'IA, elle, est utile à une multitude de choses. Elle va être révolutionnaire dans la santé, dans l'éducation, et dans à peu près tous les secteurs qui exploitent des données. Ils vont pouvoir les utiliser de manière bien plus efficace. Donc non, on n'arrêtera pas le développement de l'IA. Certaines personnes disent « Pourquoi on ne la stoppe pas tout de suite ?» Mais on ne le fera pas parce que c'est trop puissant, pour trop d'usages bénéfiques, et on ne l'arrêtera pas non plus parce qu'elle est utile pour les robots militaires et qu'aucun pays qui vend des armes ne voudra l'interdire. Prenons les régulations européennes, elles ont quelques règles autour de l'IA, et c'est une bonne chose. Mais elles ne sont pas du tout conçues pour faire face aux véritables menaces. En particulier, il y a une clause dans ces régulations européennes qui dit que rien de tout cela ne s'applique aux usages militaires de l'IA. Les gouvernements sont prêts à imposer des règles aux entreprises et aux citoyens, mais pas à eux-mêmes. Ça me paraît complètement fou, et je change souvent d'avis là-dessus, mais si l'Europe impose une régulation et que le reste du monde ne suit pas, alors à quoi bon? On ne ferait que se placer nous-mêmes en situation de désavantage compétitif. Oui, et on le voit déjà aujourd'hui. Je ne pense pas que les gens réalisent que, lorsqu'OpenAI sort un nouveau modèle ou un nouveau logiciel aux États-Unis, ils ne peuvent pas le déployer. En Europe immédiatement, à cause des régulations en vigueur ici. Sam Altman a même tweeté « Notre nouvel agent IA est disponible pour tout le monde, sauf en Europe pour l'instant, à cause des régulations. » Et qu'est-ce que ça provoque? Un désavantage en termes de productivité? Ce dont on aurait vraiment besoin, à ce moment précis de l'histoire, alors qu'on s'apprête à créer des entités plus intelligentes que nous, ce serait d'un gouvernement mondial qui fonctionne, dirigé par des gens intelligents et réfléchis. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc, libre pour tous. Ce qu'on a aujourd'hui, en réalité, c'est une forme de libre marché généralisé. On a le capitalisme qui jusqu'ici nous a bien servi. Il a permis de produire énormément de biens et de services utiles. Mais ces grandes entreprises, elles ont une obligation légale, maximiser les profits. Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas des gens qui développent ce genre de technologie. Alors parlons des risques maintenant. Vous avez mentionné qu'il y a d'un côté les risques liés aux humains et de l'autre... J'ai donc distingué ces deux types de risques. Parlons maintenant de tous les risques liés au mauvais usage de l'IA par des humains mal intentionnés. Par exemple, les cyberattaques. Entre 2023 et 2024, elles ont été multipliées par 12, soit une augmentation de 1200%. Et c'est très probablement dû au fait que les grands modèles de langage rendent beaucoup plus facile la création de campagnes de phishing. Et une attaque de phishing, pour ceux qui ne savent pas, c'est... Ils vous envoient un message du genre
Salut, c'est ton ami John. Je suis coincé au Salvador. Peux-tu m'envoyer un peu d'argent? C'est un type d'attaque, oui. Mais les attaques de phishing, en réalité, cherchent surtout à voler vos identifiants de connexion. Et maintenant, avec l'IA, ils peuvent cloner ma voix et mon image. En ce moment, je galère vraiment avec les arnaques à l'IA, notamment sur X, Instagram et Facebook. Il y a même une pub payante où ils ont pris ma voix et mes gestes pour fabriquer une fausse vidéo de moi qui incite à rejoindre une arnaque crypto de type Ponzi. Ça fait des semaines qu'on demande à Meta de la retirer. Il la supprime, une autre réapparaît. C'est un jeu sans fin, comme du tap-top. Très ennuyeux. Le plus déchirant, c'est quand on reçoit des messages de gens qui sont tombés dans le piège et qui ont perdu 500 livres ou 500 $. Et ils sont en colère contre vous parce que vous l'aviez soi-disant recommandé. Je suis triste pour eux vraiment. Oui, j'ai une version un peu plus soft de ça. Aujourd'hui, certains publient des articles scientifiques en me mettant comme co-auteur alors que je n'ai rien écrit du tout. Et on dirait qu'ils font ça simplement pour obtenir plein de citations sur leur propre nom. Donc oui, les cyberattaques sont une menace bien réelle et on a vu une explosion de ces attaques récemment. Et ça, c'est déjà en cours. L'IA, évidemment, est extrêmement patiente. Elle peut passer en revue 100 millions de lignes de code à la recherche de failles connues, et ça, c'est facile pour elle. Mais le plus inquiétant, c'est qu'elle va devenir de plus en plus créative. Certains experts estiment, et moi aussi, je pense que c'est possible qu'à l'horizon 2030, ces systèmes seront capables de créer de nouveaux types de cyberattaques que personne n'a jamais imaginés. Et ça, c'est vraiment préoccupant, parce qu'elles pourront réfléchir par elles-mêmes et tirer des conclusions inédites à partir de quantités de données bien supérieures à ce qu'un humain peut même concevoir. Est-ce que vous faites quelque chose, personnellement, pour vous protéger contre les cyberattaques? Oui, c'est l'un des rares domaines où j'ai radicalement changé mes habitudes, parce que j'ai vraiment peur des cyberattaques. Les banques canadiennes sont extrêmement sûres. En 2008, aucune banque canadienne n'était proche de faire faillite. Elles sont bien régulées, ou en tout cas assez bien régulées. Mais malgré ça, je pense qu'une cyberattaque pourrait aujourd'hui faire tomber une banque. Tout mon argent est placé en actions de banque, détenues par des banques. Donc si une banque est attaquée mais qu'elle détient mes actions, techniquement, elle reste ma propriété. Je pense donc que ça irait, sauf si l'attaquant revend les actions. Parce qu'une banque peut vendre vos actions, et si l'attaquant le fait à sa place, alors là je pense que vous êtes fichu. Je ne sais pas trop comment ça se passerait dans ce cas. Peut être que la banque devrait vous rembourser, mais si elle a déjà fait faillite, c'est trop tard. C'est pour ça que je crains qu'une banque canadienne soit un jour mise à terre par une cyberattaque, et que l'attaquant revende les actions qu'elle détient. Du coup, j'ai réparti mon argent, et celui de mes enfants, dans 3 banques différentes, en me disant que si une banque est attaquée, les 2 autres vont très vite se montrer prudentes et se protéger davantage. Et est-ce que vous avez un téléphone non connecté à Internet? Est-ce que vous utilisez ce genre de choses? Je pense, par exemple, au stockage de données sensibles. Est-ce que vous pensez que ce serait judicieux d'envisager du stockage à froid? J'ai un petit disque dur externe, et je fais une sauvegarde de mon ordinateur portable dessus. Donc, en gros, j'ai tout ce qu'il y a sur mon laptop, aussi enregistré sur ce disque. Je me dis que même si Internet s'effondre, j'aurai toujours mes données sur mon ordinateur et sur ce disque dur. Mais ensuite, il y a un autre problème. Utiliser l'IA pour créer des virus dangereux. Et le vrai souci, c'est que ça ne nécessite qu'un seul individu déséquilibré, un type avec une rancune personnelle, qui s'y connaît un peu en biologie moléculaire, qui maîtrise bien l'IA, et qui veut simplement détruire le monde. Aujourd'hui, il est possible de créer de nouveaux virus de manière relativement abordable grâce à l'IA. Et on n'a même plus besoin d'être un biologiste moléculaire très qualifié pour le faire. C'est extrêmement inquiétant. Un petit culte, par exemple, pourrait réussir à lever quelques millions de dollars. Et avec cette somme, il pourrait être capable de concevoir plusieurs virus. Je pense aussi à certains de nos adversaires étrangers qui pourraient lancer des programmes financés par l'État. On a beaucoup parlé du Covid et du laboratoire de Wuhan, et de ce qu'ils faisaient là-bas avec la recherche sur le gain de fonction. Mais je me demande si, par exemple, en Chine, en Russie ou en Iran, le gouvernement ne pourrait pas financer un programme avec un petit groupe de scientifiques chargés de créer un virus qu'ils pourraient... Vous voyez? Ils auraient sans doute peur des représailles et que d'autres gouvernements fassent exactement la même chose contre eux. Heureusement, cela pourrait aider à garder un certain contrôle. Ils pourraient aussi craindre que le virus finisse par se propager dans leur propre pays. Et puis il y a un autre risque, la manipulation des élections. Si quelqu'un voulait utiliser l'IA pour corrompre un processus électoral, l'un des moyens les plus efficaces, ce serait de produire des publicités politiques ultra ciblées, basées sur une connaissance fine des électeurs. Donc toute personne souhaitant manipuler une élection à l'aide de l'IA chercherait à obtenir le maximum de données personnelles sur l'ensemble du corps électoral. Et avec cette idée en tête, ce que Musk est en train de faire actuellement aux États-Unis est un peu préoccupant. Il intervient dans des domaines sensibles, réclame un accès à des données qui étaient jusque-là très cloisonnées. Officiellement, le but serait d'améliorer l'efficacité. Mais c'est exactement ce qu'on ferait si l'on avait l'intention de manipuler les prochaines élections
Vous voulez dire parce qu'il aurait accès à toutes ces données sur les gens? Oui, vous obtenez toutes ces données sur les gens, combien ils gagnent, où ils vivent, et une multitude d'informations personnelles. Et une fois que vous savez tout ça, il devient très facile de les manipuler. Parce que vous pouvez créer une IA, Vous pouvez envoyer des messages qu'ils trouveront extrêmement convaincants, par exemple pour leur dire de ne pas aller voter. Je n'ai aucune preuve, juste le bon sens, mais je ne serais pas surpris si une partie de la motivation à vouloir récupérer toutes ces données provenant du gouvernement américain, c'était justement pour manipuler les élections. Une autre raison, c'est que ce sont d'excellentes données d'entraînement pour un grand modèle d'IA. mais pour ça, il faudrait qu'il prenne ces données auprès du gouvernement et qu'il les alimente dans son propre système. Oui. Et ce qu'ils ont fait, c'est désactiver de nombreuses mesures de sécurité et supprimer certaines structures qui étaient justement là pour empêcher ce genre de dérive. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la manipulation des élections. D'accord. Ensuite, il y a la création de 2 bulles de filtres, alimentées par des plateformes comme YouTube et Facebook, qui montrent aux gens des contenus faits pour les indigner. Et il faut dire que les gens adorent être indignés. Indigné, dans le sens en colère, ou que signifie exactement indignant? C'est ce sentiment de colère, mais accompagné d'un sentiment de légitimité morale. Par exemple, si vous me montrez quelque chose disant « Trump a fait un truc complètement fou » et qu'on me montre une vidéo de Trump en train de le faire, je cliquerai immédiatement dessus. D'accord, donc nous enfermer dans des bulles de filtres et nous diviser les uns des autres. Oui. Et en fait, la politique utilisée par YouTube, Facebook et d'autres plateformes pour décider de ce qu'ils vont vous montrer ensuite est précisément ce qui provoque ça. S'ils avaient une politique visant à vous proposer des contenus équilibrés, ils n'auraient pas autant de clics et ne pourraient pas vendre autant de publicité. Donc en réalité, c'est le moteur du profit qui dicte la logique. Montrez-leur ce qui les fera cliquer, et ce qui les fera cliquer, ce sont des contenus de plus en plus extrêmes, Et qui confirment mes préjugés existants. et qui renforcent constamment mes biais existants. On se retrouve donc à voir ses propres préjugés validés en permanence. Encore et encore, ce qui fait que vous vous éloignez de plus en plus des autres. C'est ce qui fait qu'aux États-Unis aujourd'hui, on a 2 communautés qui ne se parlent presque plus. Je ne suis pas sûr que les gens réalisent que c'est ce qui se passe à chaque fois qu'ils ouvrent une application. Si vous allez sur TikTok, YouTube, ou n'importe quel grand réseau social, l'algorithme, comme vous l'avez dit, est conçu pour vous montrer toujours plus de ce qui vous a intéressé la fois d'avant. Et si on laisse faire ça pendant 10 ans, vous allez être entraîné de plus en plus profondément dans l'idéologie ou la croyance que vous avez déjà, et vous éloigner progressivement de la nuance, du bon sens et de l'équilibre. Et ce qui est assez fou, c'est que les gens ne se rendent même pas compte que ça se produit. Ils ouvrent juste leur téléphone, vivent une expérience et pensent que c'est l'actualité ou que tout le monde voit la même chose qu'eux. Exactement. Avec un journal papier, tout le monde reçoit la même version. Donc vous tombez sur plein de sujets que vous n'étiez pas venu chercher, et vous avez ce sentiment que si c'est dans le journal, c'est que c'est important ou significatif. Mais avec un fil d'actualité personnalisé, comme celui de mon iPhone par exemple, 3/4 des articles sont sur l'IA. Et du coup j'ai beaucoup de mal à savoir si le monde entier parle d'IA en permanence, ou si c'est juste mon propre fil d'actualité qui me donne cette impression. D'accord? Donc on m'enferme dans ma propre chambre d'écho, ce qui va continuer à nous diviser de plus en plus. Et je remarque d'ailleurs que les algorithmes deviennent encore plus, comment dire, personnalisés. Alors certains diront, c'est génial, mais ce que ça signifie, c'est qu'ils sont de plus en plus adaptés à chacun, et donc que ma réalité s'éloigne encore davantage de la vôtre. Oui, c'est fou. On n'a plus de réalité commune. Je partage une certaine réalité avec des gens qui regardent la BBC ou qui lisent le Guardian ou le New York Times, mais avec les personnes qui regardent Fox News, je n'ai presque plus aucune réalité partagée. C'est assez? Oui, c'est inquiétant. Oui, derrière tout ça, il y a l'idée que ces entreprises veulent simplement faire du profit et qu'elles sont prêtes à tout faire pour en générer davantage. Parce qu'ils doivent le faire. Ils sont légalement obligés de le faire. Donc, on ne peut presque pas blâmer l'entreprise, n'est-ce pas, si c'est ça sa logique de base? Le capitalisme nous a plutôt bien servi jusqu'ici. Il a permis de produire beaucoup de choses utiles, mais il faut qu'il soit très bien régulé. Ce qu'on veut vraiment, c'est mettre en place des règles de sorte que, lorsqu'une entreprise cherche à maximiser ses profits, elle soit obligée, pour y parvenir, de faire des choses bénéfiques pour la société dans son ensemble, et non des choses nuisibles. Une fois qu'on arrive à une situation où, pour faire plus de profit, une entreprise commence à faire des choses très néfastes pour la société, comme par exemple vous montrer des contenus de plus en plus extrêmes, c'est là que la régulation devient indispensable. Le capitalisme a besoin de règles. Les entreprises diront toujours que les régulations ralentissent et les rendent moins efficaces, et c'est vrai. Mais c'est justement le but des régulations, empêcher les entreprises de nuire à la société sous prétexte de vouloir faire plus de profit. Et pour cela, il faut une régulation forte. Mais qui va décider de ce qui est bon ou mauvais pour la société? Parce que, vous savez, C'est censé être le rôle des politiciens. Malheureusement, si les politiciens sont contrôlés par les entreprises, ça pose un vrai problème. et parfois, les politiciens ne comprennent même pas la technologie. Tu l'as sûrement vu, au Sénat, c'est souvent assez gênant, ils posent les mauvaises questions.
Oui, j'ai vu cette vidéo du secrétaire à l'éducation des États-Unis qui parlait d'introduire l'IA dans les salles de classe, sauf qu'elle pensait que ça s'appelait A1. Elle était là à dire très sérieusement, tous les enfants vont bientôt interagir avec A1. Ces personnes-là qui sont censées prendre les décisions, Ce sont ces personnes qui sont aux commandes. ce sont les entreprises technologiques qui ont le vrai pouvoir, car elles finiront par être plus malignes que les gouvernements. Les entreprises technologiques aux États-Unis, du moins il y a quelques semaines quand j'y étais diffusé une publicité disant qu'il fallait surtout pas réguler l'IA, car cela nous désavantagerait face à la Chine dans la compétition. Oui, et ça, c'est un argument tout à fait plausible. Oui, ça va nous désavantager. Mais la vraie question c'est, est-ce que vous voulez vraiment concurrencer la Chine en faisant des choses qui vont nuire profondément à votre propre société? Probablement pas. Je suppose qu'il dirait que ce n'est pas seulement la Chine, mais aussi le Danemark, l'Australie, le Canada et le Royaume-Uni. Ils ne sont pas si inquiets pour l'Allemagne. Mais s'ils se tirent une balle dans le pied avec trop de régulation, s'ils se freinent eux-mêmes, alors les fondateurs, les entrepreneurs, les investisseurs vont dire « c'est fini, on s'en va ». Je pense que dire se tirer une balle dans le genou, c'est adopter le point de vue que la régulation est forcément néfaste. Mais en réalité, il faut contraindre les grandes entreprises à faire des choses socialement utiles pour gagner de l'argent. Google Search est un bon exemple. Pas besoin de régulation, il rendait simplement l'information accessible. Mais YouTube, lui, montre des pubs, puis des contenus de plus en plus extrêmes pour capter l'attention. Et ça nécessite une régulation. Mais on n'a pas les personnes compétentes pour réguler tout ça. Je pense que les gens connaissent assez bien ce problème précis, celui qui consiste à vous montrer des contenus de plus en plus extrêmes. C'est un problème bien identifié, que les politiciens ont compris. Il ne leur reste plus qu'à agir et le réguler. Donc ça, c'était le point suivant. Les algorithmes vont continuer à nous enfermer davantage. Dans nos bulles de filtre, quelle est la prochaine étape? Les armes létales autonomes, ça veut dire des choses capables de vous tuer et de prendre elles-mêmes la décision de le faire ou non. Ce qui est, j'imagine, le grand rêve du complexe militaro-industriel, pouvoir créer ce genre de choses. Le pire avec ce genre de technologie, c'est que les grandes puissances ont toujours eu la capacité d'envahir des pays plus petits et plus pauvres, simplement parce qu'elles sont plus fortes. Mais quand on le fait avec des soldats humains, des corps reviennent dans des sacs mortuaires, et les familles des soldats tués ne l'acceptent pas facilement. C'est ce qui a conduit, par exemple, à une vague de protestations massives après la guerre du Vietnam. Mais si, à la place des corps, on ne ramenait que des robots détruits, il y aurait beaucoup moins de protestations. Et le complexe militaro-industriel adorerait ça, car les robots coûtent cher, et si vous avez une machine qui peut être détruite et qui est coûteuse à remplacer, c'est encore mieux pour eux. Ça permettrait aux grandes puissances d'envahir des pays plus petits beaucoup plus facilement, sans avoir à subir de pertes humaines. Et le risque, ici, c'est que ces robots tombent en panne, ou qu'ils deviennent tout simplement plus. Non, le problème n'est même pas là. Même si les robots font exactement ce que leurs concepteurs veulent, le risque, c'est que cela incite les grandes puissances à envahir plus souvent les petits pays. Et ça, c'est pas quelque chose de bien. Cela réduit donc les frictions de la guerre. Ça réduit le coût d'une invasion. Et ces machines seront aussi plus intelligentes pour faire la guerre. Même si ces machines ne sont pas plus intelligentes que les humains, les armes autonomes létales, ils peuvent déjà les fabriquer aujourd'hui, et je pense que tous les grands groupes de défense sont en train de les développer. Même sans dépasser l'intelligence humaine, ce sont déjà des choses terrifiantes et dangereuses. Parce que j'imagine qu'il pourrait, par exemple, montrer simplement une photo à la machine, va chercher ce type, et ensuite élimine toutes les personnes avec qui il a échangé des messages. Et ce petit drone, genre guêpe, partirait en mission. Il y a 2 jours, j'étais en visite chez un ami à Sussex qui avait un drone coûtant moins de 200 livres. Le drone s'est envolé, il m'a bien observé, et ensuite il a pu me suivre à travers les bois. C'était franchement flippant. Il était à environ 2 mètres derrière moi, il me fixait, et dès que je bougeais, à gauche ou à droite, il me suivait parfaitement. Et tout ça pour 200 livres seulement. C'était déjà assez troublant. Oui, et j'imagine, comme vous le dites, qu'il y a en ce moment même une véritable course, pour savoir qui pourra construire les armes autonomes les plus sophistiquées. Et il y a un risque dont on entend souvent parler, c'est que ces éléments finissent par se combiner. Par exemple, qu'une cyberattaque déclenche le déploiement d'armes autonomes. Oui, bien sûr. Vous pouvez facilement obtenir une multitude de risques combinés, simplement en mélangeant tous les autres risques existants. Par exemple, vous pourriez avoir une IA super intelligente qui décide de se débarrasser des humains. Et la manière la plus évidente de le faire, ce serait simplement de créer un de ces virus particulièrement dangereux. Si vous créez un virus très contagieux, très létal et lent à se manifester, alors tout le monde l'aurait avant même de comprendre ce qui se passe. Et honnêtement, si une super intelligence voulait nous éliminer, elle choisirait probablement quelque chose de biologique, un virus de ce type qui ne l'affecterait pas, elle. Vous ne pensez pas qu'elle pourrait simplement nous monter très rapidement les uns contre les autres? Par exemple, elle pourrait envoyer une alerte aux systèmes nucléaires américains signalant l'arrivée d'une bombe nucléaire depuis la Russie ou l'inverse et provoquer une riposte immédiate. Oui. En fait, ma vision de base, c'est qu'il y a tellement de façons différentes
pour une super intelligence de se débarrasser de nous, que ça ne vaut même pas la peine de spéculer sur lesquels. Ce qu'on doit faire, c'est travailler pour qu'elle n'ait jamais envie de le faire. C'est là, dessus, qu'on devrait concentrer la recherche. Parce que si elle est plus intelligente que nous, alors il n'y a aucun moyen de l'en empêcher si elle décide de nous éliminer. Le problème, c'est qu'on n'a aucune habitude de penser à des entités plus intelligentes que nous. Et si vous voulez savoir ce que ça fait de ne plus être l'intelligence dominante, demandez à une poule. Oui, je pensais justement à mon chien Pablo, mon bulldog français, ce matin en quittant la maison. Il n'a aucune idée d'où je vais, aucune idée de ce que je fais, pas vrai? Je ne peux même pas communiquer réellement avec lui. Et l'écart d'intelligence qu'il y aura sera exactement de cet ordre-là. Donc, vous êtes en train de me dire que si je suis Pablo, mon bulldog français, je dois trouver un moyen de faire en sorte que mon maître ne m'élimine pas. Oui. Et on a un exemple concret de ça, la relation entre une mère et son bébé. L'évolution a beaucoup travaillé sur ce lien. La mère est plus intelligente que le bébé, mais c'est le bébé qui a le contrôle. Et il a ce contrôle parce que la mère ne supporte pas d'entendre son enfant pleurer. Il y a plein d'hormones, de mécanismes biologiques, mais au fond, le bébé contrôle la mère juste par ses pleurs. Pas toutes les mères. Pas toutes les mères, bien sûr. Et dans ces cas-là, le bébé n'a pas le contrôle et les choses tournent mal. Ce qu'on doit réussir à faire, c'est trouver un moyen pour que l'IA n'ait jamais envie de prendre le contrôle. L'analogie que j'utilise souvent, c'est oublions un instant l'intelligence et pensons plutôt en termes de force physique. Imaginez que vous avez un petit tigreau. Il est un peu plus grand qu'un chat. Il est adorable, doux, fascinant à observer, mais vous devez être absolument sûr que, une fois adulte, il ne voudra jamais vous tuer. Parce que s'il en a envie un jour, vous êtes mort en quelques secondes. Et vous êtes en train de dire que l'IA qu'on a aujourd'hui, c'est le petit tigre. Ok, et ça grandit. Oui, c'est exact. Donc, on doit l'éduquer dès qu'elle est encore bébé, tant qu'on a encore le temps et le contrôle. Un tigre, lui, il a plein de comportements innés intégrés. Donc une fois qu'il grandit, ce n'est clairement pas quelque chose de sûr à garder près de soi. Mais les lions, les gens qui en ont comme animaux de compagnie, oui, parfois le lion reste affectueux avec la personne qui l'a élevé, mais pas avec les autres. Oui, et on ne sait absolument pas si on pourra un jour faire en sorte que ces IA n'aient pas envie de prendre le contrôle, et surtout qu'elles n'aient pas envie de nous faire du mal. Pensez-vous qu'il soit possible d'éduquer ou d'entraîner une super intelligence? Je ne pense pas que ce soit évident qu'on y arrive. Donc oui, je pense que c'est peut-être sans espoir, mais je pense aussi qu'on a peut-être une chance, et ce serait quand même complètement absurde que l'humanité s'éteigne simplement parce qu'on n'a pas pris la peine d'essayer. Si cette possibilité existe vraiment, comment vous sentez-vous vis-à-vis de tout le travail de votre vie? Oui, on peut dire que ça atténue un peu la fierté, non? Je veux dire, l'IA va être formidable dans le domaine de la santé, formidable pour l'éducation. Elle va aussi rendre les centres d'appel bien plus efficaces. Bon, bien sûr, on s'inquiète un peu pour les gens qui font ces métiers aujourd'hui, et ça me rend triste. Mais je ne ressens pas vraiment de culpabilité d'avoir commencé à développer l'IA il y a 40 ans. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait absolument aucune idée que ça irait aussi vite. On pensait avoir largement le temps de réfléchir aux conséquences. Quand vous êtes face à une IA qui n'arrive à rien faire, votre seul objectif c'est de la rendre un peu plus utile. Vous ne vous dites pas « Oh non, ce petit machin stupide va être dominer l'humanité un jour ». Vous voulez juste qu'elle fasse un peu mieux ce que font les humains. Ce n'est pas comme si j'avais sciemment fait quelque chose, en me disant « ça va être tous nous détruire, mais tant pis, je le fais ». Mais oui, c'est un peu triste de se dire que ça ne servira pas uniquement à faire le bien. Et c'est pour ça que je ressens aujourd'hui un devoir, parler des risques. Et si vous pouviez projeter tout ça dans le futur, disons dans 30 ou 50 ans, et que vous découvriez que ça a mené à l'extinction de l'humanité, et si, au final, c'est vraiment ce qui se produit? Eh bien, si on projette les choses, et que ça mène effectivement à l'extinction de l'humanité, alors je m'en servirai pour alerter les gens, pour qu'ils disent à leur gouvernement qu'il faut vraiment travailler sérieusement sur la façon dont on va garder tout ça sous contrôle. Je pense qu'il faut des citoyens qui interpellent les gouvernements et que les gouvernements obligent les entreprises à consacrer leurs ressources à la sécurité. Mais ce n'est pas ce qu'elles font actuellement, parce que la sécurité ne rapporte pas de profit. L'un de vos anciens étudiants, dont on a parlé plus tôt a quitté OpenAI. Et il y a eu beaucoup de discussions autour du fait qu'il serait parti à cause de préoccupations liées à la sécurité. Depuis, il a lancé une entreprise spécialisée dans la sécurité de l'IA. Pourquoi pensez-vous qu'il est parti? Je pense qu'il est parti parce qu'il était vraiment préoccupé par la sécurité. On déjeune encore ensemble de temps en temps, ses parents vivent à Toronto, donc quand il revient, on se voit. Mais il ne me parle pas de ce qui s'est passé chez OpenAI, donc je n'ai aucune information interne à ce sujet. Mais je connais très bien Ilya, et je sais qu'il est sincèrement préoccupé par les questions de sécurité. Donc oui, je pense que c'est pour ça qu'il est parti. Parce qu'il était l'une des personnes les plus importantes. Il a probablement été la personne la plus importante derrière le développement de ChatGPT, notamment les premières versions. Comme GPT-2, il a joué un rôle essentiel dans leur création. Vous le connaissez personnellement, donc vous connaissez sa personnalité. Oui, il a un vrai sens moral. Ce n'est pas quelqu'un comme Musk qui, lui, n'a aucun repère éthique.
Est-ce que Sam Altman a, lui aussi, un bon sens moral? Nous verrons bien. Je ne connais pas Sam, donc je ne veux pas commenter. Mais d'après ce que vous avez vu, êtes-vous inquiet des décisions qu'ils ont prises? Parce que si vous connaissez bien Ilya, et que vous dites que c'est quelqu'un de bien, et qu'il a choisi de partir, Oui, ça donne un certain éclairage, ça donne des raisons de penser qu'il y a un problème là-bas. Et si vous regardez les déclarations de Sam Altman il y a quelques années, il disait presque avec légèreté dans une interview « Ce genre de technologie finira probablement par tous nous tuer ». Ce n'est pas exactement ce qu'il a dit mot pour mot, mais c'est ce que ça voulait dire. Et aujourd'hui, il dit plutôt « Vous n'avez pas trop à vous en faire ». Et j'ai le sentiment que ce revirement n'est pas vraiment motivé par la recherche de vérité, mais plutôt par la recherche de profit. est-ce de l'argent ou du pouvoir? Oui, je n'aurais peut-être pas dû dire l'argent directement. C'est probablement un mélange de plusieurs choses, oui. D'accord. Je suppose que l'argent est une forme de pouvoir, en réalité. Mais j'ai un ami, un milliardaire, qui fait partie de ces cercles-là. Un jour, j'étais chez lui à Londres pour déjeuner, et il connaît beaucoup de gens qui travaillent dans les plus grandes entreprises d'IA au monde. Et là, à sa table de cuisine, il m'a donné un avertissement très sérieux. Il m'a partagé un aperçu des conversations privées que ces gens ont entre eux, pas celles qu'ils donnent dans les médias où ils parlent de sécurité, de responsabilité, etc. Mais ce qu'ils pensent réellement de ce qui risque d'arriver avec l'IA. Et que pense-t-il qu'il va se passer? Ce n'est pas du tout ce qu'ils disent en public, vous savez. Il y a une personne que je ne peux pas nommer qui dirige l'une des plus grandes entreprises d'IA au monde. Mon ami le connaît très bien. Et il m'a dit que cette personne pense, en privé, qu'on se dirige vers un monde dystopique, où l'on aura énormément de temps libre, où on ne travaillera plus du tout. Et ce dirigeant ne se soucie absolument pas des dégâts que cela pourrait causer au monde. Et ce qui est fou, c'est que cette même personne est en train de construire l'une des plus grandes entreprises d'IA au monde. Et ensuite, je regarde ses interviews publiques, en ligne. En essayant de deviner lequel des trois c'est? Oui, eh bien, c'est clairement l'un de ces trois-là. Et quand je regarde ces interviews en ligne, je repense à cette conversation avec mon ami milliardaire, qui le connaît très bien, et je me dis, putain, ce mec ment en public. Il ne dit pas la vérité au monde, et ça me hante un peu, je l'avoue. C'est en partie pour ça que j'ai autant de conversations sur l'IA dans ce podcast. Parce que je me dis, je ne sais plus à qui faire confiance. Je pense que certains d'entre eux ont un côté presque sadique lié au pouvoir. Ils aiment l'idée que ce sera eux qui changeront le monde, qu'ils seront ceux qui transformeront tout profondément. Je pense que Musk est clairement comme ça. C'est un personnage tellement complexe que je ne sais pas vraiment où situer Musk. Il a fait des choses vraiment positives, comme accélérer la transition vers les voitures électriques. Ça, c'était vraiment une bonne initiative. Bon, certaines de ses déclarations sur la conduite autonome étaient un peu exagérées, mais dans l'ensemble, il a eu un rôle utile. Et puis, fournir des moyens de communication aux Ukrainiens pendant la guerre contre la Russie, ça aussi, c'était une action importante. Starlink. Oui, ça, c'était vraiment une bonne chose qu'il a faite. Il y a pas mal d'initiatives positives comme ça, mais il a aussi fait des choses très négatives. Donc, pour revenir à cette idée de destruction possible et aux motivations des grandes entreprises, est-ce que vous avez encore un peu d'espoir qu'on puisse ralentir le rythme et l'accélération de l'IA? D'accord, il y a deux questions distinctes. La première, c'est peut-on ralentir le développement? Et la deuxième, c'est peut-on faire en sorte que ce soit sûr à long terme et que ça ne finisse pas par nous anéantir? Moi, je ne crois pas qu'on va réussir à ralentir. Et la raison, c'est qu'il y a une concurrence féroce entre les pays et aussi entre les entreprises au sein d'un même pays. Tout ça accélère la course encore et encore. Et si les États-Unis décidaient de ralentir, la Chine, elle, ne le ferait pas. Est-ce que l'IA pense qu'il est possible de rendre l'IA sûre? Je pense que oui, il y croit, mais il ne me dit pas quelle est sa recette secrète. Je ne suis même pas sûr de combien de personnes sont au courant. Je pense que beaucoup d'investisseurs ne savent pas non plus ce que c'est, mais ils lui ont quand même donné des milliards de dollars parce qu'ils ont énormément confiance en lui. Et ce n'est pas une décision absurde. Ilya a joué un rôle majeur dans AlexNet, qui a permis de faire fonctionner la reconnaissance d'objets, et c'était la figure principale derrière des modèles comme GPT-2 qui ont ensuite mené à ChatGPT. Donc, avoir foi en Ilya, c'est, à mon avis, une décision tout à fait raisonnable. Il y a quelque chose d'assez troublant dans le fait que la personne qui a créé ait porté à bout de bras GPT-2, le modèle qui a lancé toute cette révolution, et quitté l'entreprise pour des raisons de sécurité. Ça veut dire qu'il sait quelque chose que je ne sais pas sur ce qui pourrait bien se passer ensuite. Eh bien, je ne connais pas tous les détails précis, mais je suis à peu près certain que l'entreprise avait indiqué qu'elle utiliserait une part importante de ses ressources, notamment du temps de calcul, pour faire de la recherche sur la sécurité. Et ensuite, cette part a été réduite. Je pense que c'est l'un des éléments qui ont conduit au départ. Oui, ça a même été rapporté publiquement. Et là, on est entré dans la partie sur les armes autonomes, dans le cadre plus large des risques liés à l'IA. D'accord. Le point suivant, c'est la disparition massive d'emplois. Dans le passé, l'arrivée de nouvelles technologies n'a pas forcément provoqué de chômage massif, de nouveaux métiers apparaissaient. L'exemple classique qu'on donne, c'est les distributeurs automatiques.
Quand ils sont arrivés, beaucoup de guichetiers n'ont pas perdu leur emploi. Ils ont simplement pu faire des tâches plus intéressantes. Mais ici, c'est différent. C'est plus comparable à la révolution industrielle, où certaines machines ont complètement éliminé certains métiers. Par exemple, on ne va plus creuser des tranchées à la main, parce qu'une machine le fait mieux et plus vite. Et je pense que pour les tâches intellectuelles répétitives, l'IA va simplement remplacer tout le monde. Alors ça prendra peu être la forme d'une personne qui travaille avec un assistant IA, mais ensemble, ils feront le travail de 10 personnes auparavant. Beaucoup disent que l'IA va aussi créer de nouveaux emplois et que donc tout ira bien au final. Oui, et ça a été vrai pour d'autres technologies auparavant. Mais là, on parle d'un type de technologie très différent. Si l'IA est capable de faire toutes les tâches intellectuelles humaines répétitives, alors quels nouveaux emplois pourrait-elle vraiment créer? Il faudrait être extrêmement qualifié pour avoir un poste qu'elle ne puisse pas faire elle-même. Donc non, je ne pense pas qu'ils aient raison. On peut toujours essayer de faire des parallèles avec d'autres technologies comme les ordinateurs ou les distributeurs automatiques, mais je pense que cette fois, c'est différent. Les gens utilisent souvent cette phrase. Ce n'est pas l'IA qui prendra votre travail, c'est un humain utilisant l'IA qui le fera. Oui, je pense que c'est vrai. Mais pour beaucoup d'emplois, ça signifie surtout qu'on aura besoin de beaucoup moins de monde. Ma nièce, par exemple, répond aux lettres de réclamation dans un service de santé. Avant, ça lui prenait 25 minutes. Elle lisait la plainte, réfléchissait à la réponse, puis écrivait la lettre. Maintenant, elle scanne le courrier dans un chatbot, il lui rédige la lettre et elle la vérifie rapidement en lui demandant quelques corrections si nécessaire. Tout le processus prend 5 minutes. Ça veut dire qu'elle peut répondre 5 fois plus vite, donc ils ont besoin de 5 fois moins de personnes pour faire le même travail. Elle fait maintenant le boulot que 5 personnes faisaient avant. Mais dans d'autres domaines, comme la santé, c'est plus flexible. Si on rend les médecins 5 fois plus efficaces, alors on peut offrir 5 fois plus de soins pour le même prix, et ça, ce serait une excellente chose. Il n'y a quasiment aucune limite à la demande de soins. Les gens voudront toujours plus de santé, surtout si c'est sans coût. Donc dans certains métiers, rendre une personne plus efficace avec une IA ne réduit pas nécessairement le besoin en personnel, car on augmente juste le volume de ce qui est accompli. Mais pour la majorité des emplois, ce n'est pas le cas. Est-ce que j'ai raison de penser que la révolution industrielle, à l'époque, a surtout servi à remplacer la force physique? Oui, exactement. Et cette révolution de l'IA, elle, vise à remplacer l'intelligence, le cerveau humain? Donc, le travail intellectuel répétitif, c'est un peu comme avoir de gros muscles, ça ne vaut plus grand-chose aujourd'hui. Les muscles ont été remplacés, et maintenant l'intelligence est en train de l'être aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Peut-être que pendant un temps, il restera certains types de créativité. Mais le principe même de la super-intelligence, c'est qu'au final, il ne restera rien. Ces systèmes deviendront meilleurs que nous dans tous les domaines. Eh bien, s'ils travaillent pour nous, on pourrait obtenir énormément de biens et de services sans fournir beaucoup d'efforts. D'accord, oui. Ça peut sembler tentant et agréable. Mais je ne sais pas. Il y a comme un avertissement caché dans le fait de rendre la vie des humains toujours plus facile et dans le risque que ça tourne mal. Oui, et on doit absolument trouver un moyen de faire en sorte que ça se passe bien. Le scénario optimiste, ce serait quelque chose comme ça. Imaginez une entreprise dirigée par un PDG très peu compétent, probablement le fils de l'ancien PDG. Et il a à ses côtés une assistante de direction brillante. Il dit « Je pense qu'on devrait faire ça », et elle s'occupe de tout faire fonctionner à merveille. Le PDG se sent très bien, même s'il ne comprend pas qu'il n'est pas vraiment aux commandes. Et dans un sens, il l'est quand même un peu. Il propose les grandes lignes, et elle réalise tout le reste. Tout marche bien, tout le monde est content. Ça, c'est le bon scénario. Et maintenant, le mauvais scénario? Pourquoi avons-nous encore besoin de lui? Oui, dans un monde où l'on a une super intelligence, et où, selon vous, ce n'est pas si lointain. Oui, je pense que ce n'est peut être pas si éloigné que ça. C'est très difficile à prévoir, mais on pourrait y arriver d'ici 20 ans, voire même moins.